Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, ce nouveau bilan d'un match des finales NBA, le match 4. Alors depuis le début de cette finale, on avait eu Adrien, on avait eu Alan, on avait eu Madiane et moi-même pour débriefer. Il nous manquait 2 membres de l'équipe DH, ils sont donc avec moi aujourd'hui. Il y a tout d'abord Ilias, comment ça va Ilias ? Ouais, écoute, ça va plutôt bien. On manque un peu de sommeil. On enchaîne les matchs et on enchaîne immédiatement avec le boulot. Donc c'est pas tous les jours facile, mais donc on va voir. Ça va bientôt prendre fin, je pense. Je t'avoue qu'il y a la partie de moi physiologiquement, j'espère oui, que ça va bientôt se finir parce que ça devient podcast match, ça devient compliqué. Et puis pour enfin compléter l'équipe, il y a Tom. Comment ça va Tom ? Ça va, tranquille, écoute, je profite de mes nuits de garde pour regarder les matchs. Ça c'est le bon plan j'ai souvent lu, enfin pas expérimenté, mais lu, heureusement, pas expérimenté, mais lu garde d'enfants en bas âge, match NBA la nuit. Je pense que c'est un bon moyen de passer le temps. Comme il faut rester réveillé au cas où, autant allier l'utile à l'agréable, quoi. Voilà, on appelle ça joindre l'utile à l'agréable, tout à fait. Et c'est vrai qu'il fallait lutter un petit peu cette nuit quand même pour pas s'endormir parce que c'était pas, on va le débriefer, c'était pas le meilleur match qu'on a eu de ces finales. Assez poussif, on va y revenir. Du coup, on va, comme je vous l'ai dit, revenir sur ce match. Est-ce que c'est là le coup de grâce ? Est-ce que les Lakers ont porté le coup de grâce au Heat ? On va discuter de tout ça dans ce podcast bilan. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Twitter et honnêtement, on privilégie les auditeurs du podcast. Suivez-nous vraiment sur Twitter parce que dans les semaines qui viennent, on va faire un truc qui pourrait vous plaire. Surtout si vous êtes fan des Lakers et que les Lakers gagnent les finales NBA. J'en dis pas plus. On vous invite également à vous abonner sur la plateforme où vous écoutez le podcast, que ça soit Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict ou je ne sais quel des 1 million à peu près d'applications de podcast qui existent. Et puis nous, on marque la petite pause habituelle. On se retrouve dans quelques secondes pour débriefer ce match 4 des finales. Donc à une victoire du Graal, les Lakers de LeBron James ont disposé du Miami Heat 102-96 dans la nuit de mardi à mercredi ici en France. Alors je vais pas faire une intro plus longue que ça, on a comme d'habitude, vous le savez maintenant, on vous le dit souvent dans nos émissions, on a discuté pendant ce match, et je vais commencer par toi Ilias, que ça soit toi, Adrien ou moi-même, on a quand même beaucoup noté le fait que c'était un match extrêmement poussif pour les Lakers comme pour le Heat. C'est ça, moi j'ai mentionné Adrien en lui évoquant le fait que c'était un match purement de conférence Est, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que on a 2 visions et 2 manières de voir les choses concernant la conférence Est, c'est-à-dire le jeu qui consiste à être dur en défense et essayer de faire déjouer l'adversaire sur le plan défensif, et l'autre qui voudrait que la performance est médiocre, et donc ça peut aussi être considéré comme du basketball de l'Est, mais non, premier constat en tout cas pour ce match, c'est comme le disait LeBron après le match, c'était un véritable jeu d'échecs. On sent que Vogel a souhaité et vraiment mis l'accent sur le fait de répondre à Spoelstra en fonction de ses ajustements. La rentrée de Bam Adebayo à nouveau dans l'arène a changé encore un petit peu les plans du Heat, et pas forcément dans le meilleur des sens. C'est assez paradoxal de dire une chose pareille, mais j'ai trouvé que la défense des Lakers arrivait beaucoup moins à lire le jeu du Heat avec la présence d'Olynyk qui a donc plus tendance à s'écarter. Voilà, ce qui permettait justement à Butler de pouvoir attaquer le cercle, mais bon, un autre ajustement a été fait, et pas des moindres, parce que Anthony Davis, qui est peut-être est très certainement le meilleur défenseur des Lakers, et pour LeBron James le meilleur défenseur de la saison, il a tout simplement pris la responsabilité, à moins que ce soit Vogel qui lui ait dit, mais il a pris la responsabilité de se mettre sur Jimmy Butler, et forcément Jimmy Bucket a été un petit peu moins flamboyant qu'au match d'avant. Tom, comme Ilias l'a dit, c'est vrai, un match un peu de la conférence Est. Le Heat qui a marqué 96 points, plus petit total en playoff cette année pour la franchise de Miami. Est-ce qu'il faut plutôt... J'ai été médisant. Ilias parlait un peu de moi. Oui, je me suis un peu moqué quand Adrien et Ilias ont parlé de basketball de la conférence Est. Je dis souvent qu'on utilise cette expression quand les matchs sont pas de bon niveau. Là, on a surtout eu 2 défenses extrêmement fortes.
Moi, c'est surtout ce que j'ai trouvé. Moi, j'ai vraiment aimé le côté défensif. Et ça a été un match défensif vraiment entre les deux équipes. Bon, à la fin, l'équipe qui avait le plus de talent a gagné, le plus de talent pour faire la différence sur des situations arrêtées a gagné. Mais globalement, on a bien vu que les défenses ont pris le pas sur l'attaque, notamment avec des ajustements de part et d'autre. On a vu, par exemple, voilà, comme Ilias l'a dit tout à l'heure, Jimmy Butler qui était gardé, lui, par Anthony Davis, et LeBron James qui lui s'occupait de Bam Adebayo, un peu comme il avait fait pour Draymond Green quand il jouait les Warriors. Et on a vu que ça a posé pas mal de problèmes à Miami, notamment sur le fait que voilà, Anthony Davis faisait le choix de à chaque fois passer en dessous des écrans pour forcer Jimmy Butler. Comme Jimmy Butler c'est un joueur qui est athlétique, mais il est athlétique avec de la force et de la puissance, mais c'est pas un joueur qui est très vivace et explosif. Donc du coup, c'est pas quelqu'un qui, même si tu lui laisses de l'espace, peut prendre de l'élan pour après aller te rencontrer au cercle. Et on a vu que ça a un peu bousillé le cheminement de l'attaque de Miami. Et du côté de Los Angeles, on a vu que la défense de Miami a bien gêné les Lakers en fermant l'accès au cercle et en les forçant à prendre des tirs de loin. Clairement, je rejoins votre constat à tous les deux. Bon match défensif avec des ajustements. On en parlait dans le podcast précédent avec Adrien, Alan et moi-même. C'était le moment pour les Lakers de réagir. Ils avaient déjoué dans le match 3. Ils ont réagi avec l'ajustement de mettre Anthony Davis sur un Jimmy Butler. Et c'est pas étonnant que Anthony Davis soit le joueur qui conteste le plus de tirs sur ce match. Et on shoot qu'à 6 sur 19 sur Anthony Davis, 6 sur 19. Et il a fait un travail absolument monumental sur Jimmy Butler. Ouais. Mais peut-être pour aussi un peu tourner la conversation, est-ce qu'on commence pas à avoir de la fatigue, les gars? C'est-à-dire que je calculais ça avant quand on parlait entre nous avant de commencer à enregistrer, on en est pour les deux équipes au 27e match en 72 jours. C'est un rythme incroyable, surtout en finale, en playoff NBA, est-ce qu'on joue pas des matchs à petite intensité? Est-ce qu'on voit pas là les premiers signes de fatigue? Parce que surtout chez les superstars, chez les LeBron James, chez les Anthony Davis, chez les Jimmy Butler, on voit que parfois ils ont même plus la capacité de mettre un coup d'accélérateur, je trouve. Bon, on se rend compte que les mecs sont humains. Simplement, les mecs sont humains parce que tu peux pas jouer des matchs de playoff avec une telle intensité et ne pas être fatigué après. Hein. Et on s'en rend compte. Hein. Ça court de moins en moins. Les déplacements sont plus difficiles. T'as plus de fautes et plus de problèmes de fautes tôt puisque les joueurs, au lieu de contester les déplacements, ils vont essayer de t'attraper. Enfin, voilà, tu vois, il y a la fatigue qui s'installe et on le ressent. Il y a beaucoup plus de jump shot aussi. Beaucoup moins de masticage à la raquette, mais ça c'est le signe aussi de la fatigue. C'est ça, et bien défendre, ça implique forcément une certaine énergie pour pouvoir justement faire les bons ajustements, mais surtout dès l'instant où tu t'impliques énormément en défense, ça te pompe tellement d'énergie que de l'autre côté du terrain tu peux plus être aussi fringant qu'en entrée de bulle. Donc forcément l'un dans l'autre on a le résultat qu'on voit là, mais on va pas s'en plaindre parce que malgré la fatigue on a quand même quelque chose d'assez intense. Et moi personnellement je suis vraiment surpris à apprécier cette finale. On est dans un contexte très particulier, sans public, mais pour autant sans forcément avoir de parti pris pour l'une ou l'autre équipe. Je suis devant mon écran et je suis totalement hypé et dans l'intensité du match, quoi. C'est vrai qu'on on fait une petite parenthèse. On vous a pas eu, Ilias comme Tom, tous les deux, on vous a pas eu, je l'avais dit en introduction, sur ces finales. Globalement, c'est quoi votre impression globale des finales? Moi, les gens en ont marre de m'entendre, ça fait 3 fois que je parle de ces finales. Ilias, je vais continuer avec toi. T'en retires quoi pour l'instant de ces finales? Parce qu'on s'achemine plus ou moins vers la fin, que ça soit une victoire des Lakers ou même un retour à un probable du 8. On a quand même passé un cap, on en est à 4 matchs dans l'escarcelle. Qu'est-ce que t'en retires un peu de ces finales? On avait tous très peur, il faut se rappeler avant. C'est quoi un peu ton bilan pour l'instant à ce stade? Déjà la première chose, c'est de dire que le niveau d'intensité me plaît, c'est-à-dire qu'on est clairement dans un contexte de finale NBA, même si on en est à un score que j'avais prédit. Pour ma part, moi j'avais donné les Lakers victorieux 4-1, mais honnêtement je pensais qu'ils allaient le faire de manière plus aisée que ça. Je pensais qu'on allait vraiment être dans la continuité du game 1 et que Miami vraiment allait se faire défoncer sur tout le long, mais c'est là qu'on voit un petit peu la force d'adaptation et la
hargne de cette équipe qui est vraiment exceptionnelle et donc à l'image de son leader. Donc à ce niveau-là, je suis assez surpris et je trouve que pour une finale NBA, après un tel contexte, après autant de matchs joués, après l'enchaînement qui est assez particulier, malgré le fait qu'on ait l'économie des voyages, on est quand même face à une finale NBA qui est regardable. Même si le niveau de jeu n'est pas transcendant, ça reste quand même assez agréable à regarder. Et Tom, on continue cette parenthèse, toi aussi, ton impression vis-à-vis de ces finales après 4 matchs. Moi, je trouve qu'en fait que le Heat est un bel adversaire vraiment pour les Lakers. On n'est pas dans le cadre des Cavs de 2007 quoi. C'est vraiment un bel adversaire qui mérite sa place en finale NBA. Alors certes, il y a peut-être un delta au niveau du talent, mais les Lakers sont obligés d'aller chercher chacune des victoires et on le voit. On l'a vu hier soir encore, tu vois, les cris après le 3 pour notre Davis. Tu vois, si les gars étaient faciles. C'est révélateur. C'est révélateur de ce qu'ils ressentent et c'est pas un adversaire facile, le Heat. Et franchement, comme tu l'as dit, Ilias, je pense que sur ces finales, le Heat montre vraiment un beau visage et c'est un bon représentant de l'Est. Vraiment un bon représentant de l'Est. On n'est pas dans le cadre d'une finale totalement déséquilibrée où tu sens qu'il y a une équipe qui a la main sur l'autre. Bien au contraire. Les Lakers, ils sont obligés de s'employer pour aller chercher les victoires. C'est ça. Très bien. Alors, je referme cette petite parenthèse, je réouvre celle du bilan du match 4. On a donc vu les Lakers gagner dans un match à la serpe. Aucune des deux équipes a profité d'un avantage de plus de 9 points. Donc, on a vraiment un match très serré, au couteau. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas un peu... Alors, je vais modérer ma question après, mais est-ce qu'on n'a pas un peu vu le Heat jeter ses dernières forces dans la bataille? Parce que on a vu, du coup, vous l'avez dit, un accès au cercle plus difficile à cause d'un Butler défendu par Anthony Davis. On a vu un Bam Adebayo en réussite, un Duncan Robinson aussi, mais peut-être le reste de l'équipe moins en réussite, 22 sur 60 pour le Heat en dehors de Bam Adebayo et Duncan Robinson, les seuls au-dessus des 50% au tir. J'ai l'impression que c'est la première fois où, d'un point de vue tactique, j'ai l'impression que je vais devoir faire un podcast où une des deux équipes est peut-être à court de solutions. À court de solutions, c'est vrai que là, quand tu regardes les différents ajustements qui se sont passés sur les séries, tu te dis, qu'est-ce qu'il peut faire de plus, Spoelstra? Le mec, il a réussi à sortir et à avoir une équipe compétitive alors qu'il avait Bam Adebayo, son meilleur joueur sur le tour précédent, qui était absent depuis 2 matchs. Ils ont réussi à prendre un match. Et là, tu te dis, ils peuvent faire quoi comme ajustement? On voit qu'il resserre aussi de plus en plus son banc. C'est aussi signe qu'il a pas forcément confiance dans les autres joueurs, et on voit aussi ils ont commencé la zone, ils ont arrêté la zone, et là ils jouent quasiment plus du tout en zone, tu vois. Donc je pense que c'est un peu ça la problématique qui a avec cette équipe là, c'est que en fait, vu que on les imaginait pas aussi forts, on les imaginait pas faire aussi bien, et que malgré tous les ajustements que Spoelstra a trouvé, malgré ça là ils se retrouvent menés 3-1, on se dit mais qu'est-ce qu'il peut vraiment faire, quoi. Et c'est ça le truc. Tant qu'il a pas sorti quelque chose, tu vois, tu sais, c'est un truc où on va dire que j'ai pas de connaissances basket suffisantes vraiment pour trouver une innovation à ce que Spoelstra pourrait faire, tu vois. Ouais, d'autant en plus il y a quelque chose qui vient justement mettre ça en exergue, c'est que les Lakers s'attaquent mal. Vraiment les Lakers sont très mal attaqués, un jeu extrêmement stéréotypé. Par moment on voyait LeBron tenir la balle pendant 10-15 secondes de possession et donner sur un des côtés, puis ensuite on est parti pour quelque chose de totalement improvisé. On n'a pas une perf all-time de la part de LeBron, on n'a pas une perf all-time non plus de la part d'Anthony Davis. Et on en est arrivé au point que KCP a émergé un petit peu du lot de tous ces joueurs pour endosser le rôle de Factor X. Mais on va dire que exactement, on en revient à la question que Tom a soulevée. Qu'est-ce que peut faire le Heat de plus que ce qu'ils ont fait jusque-là, sachant qu'en plus ils ont récupéré Bam Adebayo et que contrairement au match d'avant où il était absent, ils ont perdu. Donc en fait, il y a un seul mot d'ordre à tout ça, c'est que la défense des Lakers a été beaucoup trop forte pour l'attaque du Heat. Ouais, clairement. Et après, tu parles de Bam Adebayo, ça peut être peut-être un petit ajustement. On voit que les Lakers ont un peu de mal quand LeBron James n'est pas sur le terrain. Vu que maintenant Bam Adebayo il est gardé par LeBron James, faudrait qu'il essaie de l'attaquer pour le forcer à provoquer des fautes, tu vois, pour provoquer des postes sur LeBron, puisque on sait que LeBron, pour qu'il te donne sa plénitude offensive, il va un peu tricher, tu vois, défensivement, il va essayer de s'économiser. Sauf que si tu l'attaques
À chaque fois. Alors, certes, c'est peut-être suicidaire, hein, d'attaquer LeBron James ou de le prendre en indiv, tu vois, de l'autre côté du terrain ou de le cibler. Mais si tu arrives à le fatiguer quelque peu en le forçant à défendre, peut-être qu'offensivement, il aura pas le même rendement. Et comme on sait que c'est lui le cerveau de l'attaque, ben, un LeBron James moins bon, tout de suite, c'est toute une équipe des Lakers qui serait moins bonne offensivement, par exemple. Bah, comme on l'a vu en première mi-temps, c'est-à-dire que LeBron est assez catastrophique et Beaucoup de pertes de l'attaque balles. des Lakers est complètement enrayée. Et il y a autre chose aussi, c'est par moment j'ai quand même l'impression, après je sais pas ce qu'il en est, est-ce que c'est LeBron qui garde trop la balle, est-ce que c'est Rondo aussi qui par moment peut monopoliser trop le ballon, ou est-ce que c'est Vogel qui n'arrive pas à le remettre dans le bain. Mais j'ai l'impression que AD par moment se planque en fait. Il est plus là, il est plus aussi déterminé que lors des 2 premiers matchs de la série où on le voyait vraiment batailler avec les intérieurs du hit, prendre ses marques, demander la balle au poste et ensuite jouer son adversaire en 1 contre 1 ou kick out vers l'extérieur. Mais là, en l'occurrence, je le vois pas justement le couteau entre les dents à réclamer la balle et tenter de faire la différence, sachant que selon moi, et c'est ce que j'avais plus ou moins souligné en début de série, il n'a pas d'équivalent, il n'a pas pour moi d'adversaire aussi bon que soit Bam Adebayo. Ça rejoint un peu une des questions qu'on a eues sur Twitter avant de commencer, de @YohanWY4 qui nous demande si j'avais une suggestion pour votre prochaine analyse du match 4, ça serait Davis fuit la raquette et ne prend aucun rebond offensif ne prend aucun rebond offensif. La typographie de Twitter. C'est parfois un peu difficile à lire. Sa faute, point d'interrogation. Miami qui ne propose plus la zone ou presque, point d'interrogation. Vogel qui ne sert les consignes de Vogel, LeBron qui ne le sert plus assez pour le faire briller. J'avoue le voir en périphérie m'agace et m'interpelle après leur avoir marché dessus sur les matchs 1 et 2. Ça rejoint un peu ce que t'avais dit, Ilias. Moi, je trouve aussi qu'on voit dans les prises de position d'Anthony Davis qu'il est beaucoup moins tranchant. En gros, en termes concrets, il se fait rentrer dedans et il n'arrive pas à prendre la position préférentielle. Et je trouve que ça rejoint un peu ce qu'on dit parfois sur Anthony Davis. On dit, ah oui, c'est un intérieur dans le corps d'un extérieur. Bah, parfois, son jeu, il est quand même entre les deux. Il est quand même extrêmement entre les deux. Et on voit là que quand il s'agit de sortir les muscles, bah, il est peut-être pas toujours capable de le faire. S'il a autant dominé le match 2, c'est aussi parce que c'est pas non plus du jeu au poste où on est sur du, je caricature, mais sur du Shaq où en fait il domine physiquement. Il y a quand même beaucoup de turnaround, beaucoup de trucs à mi-distance où il joue sur sa faculté à shooter sur la tête des joueurs. Là, je trouve qu'on voit peut-être une des limites. Alors, je parle d'un des 6 meilleurs joueurs du monde, donc c'est une limite, voilà, c'est pas rédhibitoire, mais on voit qu'il est pas vraiment capable d'enfoncer un défenseur, Anthony Davis. Après, je pense que c'est aussi une histoire de confiance, hein. On a vu que sur le début des playoffs, depuis le début des playoffs jusqu'au final NBA, il tournait à 50% à mi-distance, donc c'est énorme. Sauf que, hier, à mi-distance, il a rien mis, à part, il a eu un petit check, à la fin du 3e, il me semble, où il met un turnaround sur Adebayo, le long de la ligne, et après, il enchaîne avec un pick and pop à 3 points. Donc, il a eu un petit hit check, mais c'est un joueur qui, voilà, c'est Anthony Davis, sa problématique, comme vous l'avez bien mentionné dans le tout premier épisode, c'est que c'est un talent dépendant. Et c'est un talent dépendant qui peut se rendre indépendant. Et on l'a vu, quand il se rend indépendant au match 2, il a totalement rayonné. Sauf que c'est pas forcément dans sa nature de prendre la balle et d'aller jouer toutes les possessions en indiv, quoi. Et comme hier, il était pas forcément réussi, je pense qu'il s'est plus concentré sur le côté défensif. Et après, il a mis le dagger à la fin, quoi. Et il y a un autre aspect aussi du jeu d'Anthony Davis qui est, selon moi, est intéressant à souligner. Je me rappelle que quand on a appris le transfert d'Anthony Davis pour les Lakers, la première chose qu'on a relevé tous dans l'équipe Dunk Hebdo, c'était arme létale, arme de destruction massive, le pick and roll, LeBron James, Anthony Davis. Et il s'avère que la saison a démarré, la saison s'est entrecoupée puis a redémarré, les playoffs ont suivi, et en fait sur la longueur on s'est aperçu que en fait les Lakers n'utilisaient pas vraiment ce schéma de jeu, quoi.
On a même vu plus souvent, c'était assez paradoxal, LeBron jouer le pick avec Rondo ces derniers matchs plutôt qu'avec Anthony Davis. Je sais que la présence, enfin en tout cas la mise en place de la zone de Miami est certainement pour quelque chose, mais ça reste quand même surprenant que LeBron ne joue pas plus de pick avec Anthony Davis. Mais ça, je pense que c'est beaucoup, une histoire de mismatch, puisque LeBron, il choisit le joueur sur lequel il veut attaquer. Et en fait, globalement, ce qu'il fait, c'est qu'il ramène le joueur qui est sur le joueur qu'il veut attaquer pour après pouvoir déclencher le switch et l'attaquer sur le switch. Donc du coup, c'est pour ça en fait que LeBron, il va pas ramener un intérieur tout ça, il va ramener un joueur sur lequel il a un avantage de puissance, comme ça quand il peut avoir son premier pas, il va passer l'épaule, tout de suite il est déjà dans la raquette et il est tout de suite dangereux, et t'as Anthony Davis qui va rôder soit sur le dunker spot ou soit il va donner la balle à un joueur qui est dans un des coins à 3 points. D'ailleurs, le corner à 3 points, le Heat s'est fait totalement massacrer sur le corner à 3 points, puisque les Lakers ont fini à 9 sur 14. 9 sur 14 dans les coins. Donc voilà, c'était un des paris de Spoelstra, c'était de faire en sorte que les role players les punissent et d'essayer de limiter LeBron et Anthony Davis offensivement. Alors même si ils font de bonnes stats, enfin globalement, moi, je trouve qu'ils ont pesé un petit peu moins offensivement sur le jeu. Mais voilà, ils ont été punis par les 3 points assassins de Caldwell Pope, de Rondo, même, et même de Kyle Kuzma, quoi. Et même de Markieff Morris. D'ailleurs, Markieff Morris, bel ajustement, Markieff Morris qui prend la place de Dwight Howard en deuxième mi-temps. Et ben voilà, c'est le joueur qui a joué le plus de minutes derrière Anthony Davis et LeBron James en deuxième mi-temps. Et voilà quoi, ça, le mec c'était. Après, faut vraiment qu'il se calme, hein. Il shoot trop. Vraiment, il shoot. Ah, c'est un Morris, hein. Ouais. Et Markieff Morris aussi, grosse défense sur Jimmy Butler, parce que par séquence, quand il y a eu des changements, parce que la défense des Lakers, on a pu voir qu'en gros sur le pick and roll avec quand Butler était en porteur de balle, ça switchait ça switchait pas si c'était quelqu'un d'autre que j'aurais dû recommencer cette phrase dans l'autre sens. Ça switchait sur Markieff Morris, ça switchait sur LeBron parfois, et ça switchait sur personne d'autre, ce qui fait que Markieff Morris a été amené parfois à défendre sur Jimmy Butler, et l'a bien fait. Et je suis assez d'accord avec vous, on a pu voir des role players des Lakers très inspirés. Pour revenir rapidement sur le débat Anthony Davis, je pense aussi par rapport à ce pick and roll que je suis un peu entre ce que vous avez dit tous les deux, parce que je trouve globalement quand même sur la saison, je suis d'accord avec Ilias, il a été quand même très peu utilisé. Enfin, il est quand même très peu utilisé quand t'as deux des 6-7 meilleurs joueurs du monde sur un pick and roll avec un porteur de balle, un qui peut partir en pick and pop, bref, tout faire. Je trouve ça très peu utilisé. Mais revenons peut-être sur le jeu des Lakers, parce que ils ont gagné. Mais alors offensivement, on peut saluer KCP qui a mis 2 shoots très importants en fin de match, un lay-up, un 3 points, parce que on n'a pas vu les meilleurs Lakers encore une fois offensivement, comme depuis, comme dans le match 3. Ouais, clairement, ils récitent pas du tout leur basket, quoi. C'est très stéréotypé. Souvent, les actions sont enclenchées après une quinzaine de secondes de possession. C'est-à-dire que souvent, c'est Rondo ou LeBron en tête de raquette qui attendent de voir un petit peu comment ça va se passer. Il y a très 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 peu de mouvements ou de choses proposées. Rarement quelqu'un qui vient poser un pick ou proposer un cut ou quelque chose qui pourrait permettre aux porteurs de balle de donner un peu de variété de mouvement au jeu, au final ça a donné un peu une bouillie de basket. Moi j'ai pas du tout aimé l'attaque des Lakers sur ce match, et il aura fallu en fait un déclic pour pouvoir justement passer du néant de la première mi-temps à quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus on va dire acceptable en seconde. C'est le réveil de LeBron en fait qui a vraiment switché, on va dire, entre la première et la deuxième mi-temps. Première mi-temps à 8 points, 3 sur 9 au tir et 5 turnovers. Deuxième mi-temps, là on est quand même dans un autre monde. On est à 20 points, 5 sur 7 au tir, avec un très très joli, selon moi, 7 sur 7 au lancer franc dans le dernier quart-temps, qui selon moi a fait la différence. Et finalement ça se résumait un petit peu à ça, la deuxième mi-temps offensive des Lakers. Pas de schéma, un petit peu de LeBron, un petit peu d'AD, un peu de kick-out vers l'extérieur pour un shoot d'un role player, et voilà. Mais sinon, zéro variété dans le jeu.
Après, c'est ça, ils ont su aller chercher les fautes tôt pour mettre vite fait le hit dans le bonus. Donc du coup, le Browns a pu avoir des lancers francs, on va pas dire gratuits parce qu'il fallait aller les chercher, mais à des moments où voilà, pour casser le rythme, parce que moi à un moment j'ai vraiment cru que Miami allait prendre l'ascendant, hein. La séquence où par exemple où il y a le 3 points de Crowder, où il y a LeBron et Rondo la collision entre les Browns et Rondo, et finalement le ballon arrive dans les mains de Crowder, il sanctionne à 3 points. Je crois qu'il revient. Et juste avant, Tom, excuse-moi de te couper, juste avant le 3 points de Duncan Robinson à quasiment 9 mètres avec la planche, ça c'est n'importe quoi. Non mais clairement. C'est vraiment ça, c'est symbolique de ce qu'est Miami, c'est-à-dire il y a ce brin de réussite et il y a aussi cette volonté de ne jamais lâcher, quoi. Ouais, et malheureusement pour eux, la réussite les a fui. Tu parlais tout à l'heure, Ben, du 3 points de KCP dans le coin qui a sonné la révolte, et qui d'ailleurs c'est le premier 3 points qu'ils mettent dans le quatrième quart-temps, puisqu'ils finissent à 1 sur 12 dans le quatrième 3 points, dans le quatrième ils finissent à 2 sur 12 pardon dans le quatrième quart-temps, les Lakers à 3 points, et c'est les deux 3 points, voilà, c'est celui de KCP et celui d'Anthony Davis. Mais tu vois, par exemple, le 3 points de KCP, c'est un truc tout bête, hein. C'est-à-dire que il y a le 3 points de Jimmy Butler qui est ouvert dans le coin pour passer à +1. Il fait gamelle, il ressort. Bam Adebayo a essayé de jouer le rebond offensif, donc du coup, il est pas sur le repli en transition. Ils ont poussé la balle, KCP est libre à 3 points. Boum, ça fait la bascule, tu vois. De +1, tu passes à -4. C'est terrible, ça. C'est terrible pour le Heat. Ça leur a fait vraiment mal, ça. Et puis il y a autre chose aussi, peut-être les amis, qui peut aussi figer un petit peu et stéréotyper le jet d'attaque des Lakers, c'est le manque en fait d'initiative des role players. C'est-à-dire que KCP, on peut pas vraiment parler d'initiative, c'est-à-dire quand il va prendre un shoot ouvert, c'est normal, c'est son rôle, il doit le prendre, manquerait plus qu'il le prenne pas. Mais par exemple, une des rares prises d'initiative, c'est celle justement de KCP quand il s'agit d'avoir Duncan Robinson sur lui, qui est de manière très facilement identifié comme le moins bon des défenseurs de Miami. Il l'a en face à face. On est quasiment en fin de possession. Il en a peut-être marre lui aussi de voir que ça ne bouge pas autour de lui, que y a pas grand-chose de proposé offensivement par les Lakers. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'a en mismatch, eh bien il l'attaque et il va finir en lay-up. Voilà, tout simplement. Alors, on va peut-être axer la conversation sur Miami, parce que je nous écoute, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup des Lakers. Peut-être, on y répondra en fin d'épisode, peut-être un avant-goût du peut-être futur titre des Lakers, on verra. Miami, surtout offensivement, on a beaucoup salué la performance défensive des Lakers. Parlons aussi peut-être de cette attaque de Miami qui est passée, et je pense que c'est peut-être la stat la plus marquante, d'un match 3 où ils avaient marqué 52 points dans la peinture, à un match 4 où ils sont descendus à 32. Et l'illustration de ça, c'est un Jimmy Butler qui est passé de 26 points dans la raquette à 12. Est-ce que c'est pas un peu là aussi, on l'a dit, hein, les clés vont être difficiles à trouver, mais est-ce que c'est pas là aussi un petit peu la solution pour Miami, c'est-à-dire réussir à réinvestir la raquette, parce que tu l'as dit, Ilias, paradoxalement c'était peut-être plus facile avec Olynyk, mais Adebayo offre des options défensives quand même ultra intéressantes. Mais est-ce que Miami doit trouver son salut là-dedans? Surtout que côté Lakers, on a l'impression qu'on va de moins en moins faire jouer Dwight Howard et qu'on va vraiment on va plutôt se positionner sur une rotation avec que des intérieurs, des ailiers et Anthony Davis. Enfin, globalement, moi je trouve que le Heat, je trouve qu'ils ont quand même réussi à développer un petit peu l'attaque. Tu vois, Duncan Robinson, c'est le premier match où, tu vois, il arrive à prendre des tirs. Tu vois, déjà, il arrive à prendre des tirs et pas forcément être très handicapé par les fautes. On l'a vu, par exemple, quand Anthony Davis, des fois, essayait de passer en dessous des écrans. On a vu un moment, Jimmy Butler s'en est servi pour faire une espèce de dribble and off pour pouvoir avoir le système là où Duncan Robinson met 3 points en tête de raquette, enfin en face du cercle. Donc on voit qu'ils arrivent à quand même avoir des solutions. Ce que j'aime bien aussi avec l'attaque de Miami, c'est l'idée c'est l'idée de diviser le terrain vraiment en deux zones distinctes. T'as
le côté opposé où tu as deux joueurs, généralement les shooters, qui changent de position pour permettre qu'il y ait de l'autre côté du terrain, sur un 3/4 du terrain, un 3 contre 3, avec généralement Bam Adebayo et Jimmy Butler, et soit Tyler Hero, soit Duncan Robinson. Et on a vu que, tu vois, là par exemple, là où c'était Olynyk, là où c'était Olynyk avec sa menace de loin sur le match précédent, bah là c'était Bam Adebayo qui essayait généralement de jouer le handoff ou de bloquer. Et le problème c'est qu'en fait ça bloquait l'espace pour Jimmy Butler. En fait Adebayo, si il a pas la force et la gravité créative quand il a la balle en main, il va gêner le spacing pour l'instant. Et on l'a vu, et je pense que c'est pour ça que Jimmy Butler a été un petit peu moins à l'aise pour pouvoir pénétrer jusqu'au cercle. D'ailleurs, même quand il pénétrait, il n'arrivait pas jusqu'au cercle puisqu'il finissait un petit peu avant au lieu d'aller jusqu'au cercle. Donc je pense que il y a du mouvement à apporter, et on le voit puisque Bam Adebayo, tu vois, c'est un joueur, on parle beaucoup de hand-off, c'est lui qui va trouver les shooters, et il finit à 5-6 passes de moyenne. Là, on l'a vu, il finit le match à 2 passes décisives. Donc il faut qu'il retrouve vraiment le côté créatif. Bon, c'est un match de reprise pour lui, mais il faudra qu'il retrouve vraiment le côté créatif, et je pense que c'est lui qui va faire la bascule pour le Heat. Et il y a peut-être aussi un autre élément qui est totalement inexploité par l'attaque de Miami, et notamment en fait par un cas en particulier qui est Jimmy Butler. On a vu un peu le festival qu'il avait fait lors du match précédent en attaquant constamment le cercle et en prenant pas un shoot extérieur. Je me demande si justement le salut de l'attaque de Miami, ou en tout cas de la diversité que pourra apporter Jimmy Butler, ne passe pas justement par l'utilisation ou le fait de faire renaître un petit peu son jump shot qui est à la base, je pense qu'on pourrait tous en témoigner, qu'on qualifiera de bon, c'est-à-dire c'est quand même un shooter qui est... Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même capable déjà de finir des matchs à 3 points. On l'a vu lors de sa période à Chicago, lors de son passage à Minnesota, puis même à Philadelphie, avec des buzzer beaters assez marquants, des fois même à peine 2-3 matchs d'écart. C'est quelqu'un qui aime prendre ses responsabilités, mais là, on le voit prendre strictement aucun shoot, que ce soit à mi-distance, que ce soit à 3 points. À un moment, il va en prendre un en toute fin de possession. Je pense que vous devez voir celui un petit peu à 45 là sur le côté droit. Il le prend, mais comme le prendrait en fait un poussin au basket, c'est-à-dire vraiment en poussant la balle. C'est-à-dire que on voit absolument pas d'explosivité en fait dans sa prise d'appui. Il ne saute quasiment pas, et en fait il pousse tout avec ses bras. Donc c'est assez surprenant. J'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi il se déleste quasi volontairement de cette arme, alors que c'est quelque chose justement qui pourrait punir justement la présence de AD sur lui, sachant que quand on observe la défense de Anthony Davis sur Jimmy Butler, on voit quand même qu'il lui dit viens me chercher. C'est-à-dire qu'il lui laisse un certain écart, il lui dit vas-y, en gros si tu veux scorer, il va falloir que tu shootes externe. Parce que si tu viens de frotter à moi dans la raquette, ça va se passer comme les 2 dernières possessions du 4e quart-temps dans le Money Time, ça va être un contre et retour à la maison. Je pense que pour moi c'est un effet pervers en fait du fait qu'il joue à Miami. Parce que à Miami, il y a très peu de joueurs. Alors il y a des joueurs dans le drive, mais il y a très peu de joueurs qui. Enfin, on va par exemple voir récemment. J'avais donné des stats, je crois, dans la preview dans le match 1. Duncan Robinson, c'est un joueur qui prend 90% de ses shoots derrière la ligne à 3 points. Jay Crowder doit être à 70%. Il y a beaucoup déjà de joueurs qui vivent derrière la ligne à 3 points. Donc si Butler se met à prendre un certain volume de shoot, ça irait limite faciliter le rôle de la défense. Puis aussi, je pense clairement... Alors, je sais pas si on parle plus du shoot, si tu veux plus parler du shoot à mi-distance de Butler ou même du shoot à 3 points, carrément. Bah, je t'aurais dit les deux en fonction de ce que la défense te propose. En fait, il y a un manque de côté intuitif en fait chez Jimmy Butler, c'est-à-dire qu'on le voit quand même qui est assez borné. Après, ça a tellement payé au match d'avant. Tu disais combien, 52 points dans la raquette? Oui, dont 51 de Jimmy Butler quoi. Voilà, enfin il s'est gavé de paniers proches du cercle et de lancers francs. Ils ont tenté de rééditer la chose, mais après je suis pas vraiment sûr qu'ils attendaient un tel ajustement, parce que mettre AD sur un extérieur, c'est-à-dire qu'on sait que AD c'est quelqu'un d'assez versatile, c'est-à-dire que ce qu'il va perdre sur Jimmy Butler en vitesse, il va le compenser en envergure.
Donc c'est un vrai problème et sur ce match-là ça a payé. Donc après comment faire rejaillir comment raviver la flamme comme vous le disiez au podcast d'avant dans l'attaque du Heat à voir, mais en tout cas ça passera peut-être par un Jimmy Butler un petit peu plus varié, notamment aussi dans la distribution. Et Tom, ton avis sur Butler? Je donnerai juste les stats parce que vous t'en parlez avec Adrien Ilias, donc j'ai cherché les stats. Du coup, moi, sur les 10 derniers matchs Butler en playoff, il est à 4 sur 20 à 3 points. Donc déjà, c'est pas beaucoup de 3 points pris, hein. Ça fait que 2 par match, 4 sur 20, 1 sur 6 en pull-up. Et le pire, c'est que sur ces tentatives ouverts ou grand ouverts selon les statistiques de la NBA, donc aucun défenseur à moins de 1m20, donc dans des shoots que dans des standards NBA les joueurs doivent mettre, il est à 3 sur 15. Donc en fait, il y a une panne d'adresse aussi, je pense, du côté de Butler. Il utilisait son tir quand même de mémoire, reprenez-moi si je me trompe, mais dans la série face aux Bucks. Il en prend plus face aux Bucks. Après, il avait pas le choix, hein. Parce que, et peut-être qu'on arrive au terme de quelque chose et qu'il est usé. Ouais. Effectivement, ouais. Moi, je pense que c'est une histoire de confiance, hein. Jack Lowe, dans son podcast, quand il a évoqué ce problème-là avec Jimmy Butler, et il a évoqué l'adjectif DeRozan-y. Un peu, à la démarre de Rosanne, quoi. Est-ce que, donc, les références sombres. Voilà, c'est dans le sens où il prenait pas c'est même pas qu'il, en fait, Jack Lowe, il expliquait ça dans le sens que, c'est même pas qu'il prend pas les shoots, c'est qu'il regarde même pas le cercle. Et ça c'est encore un autre degré. Donc je pense que Jimmy Butler ça doit être vraiment une histoire de confiance, hein. Ça doit être vraiment une histoire de confiance. S'il le sent pas, il prend pas le shoot. Et puis et on le voit, lui son jeu c'est plus essayer de driver pour servir des coéquipiers. Il a fait beaucoup de fois dans son match 3. Pardon, il a fait beaucoup de fois lors de son match 3. Il va driver, il arrive au cercle et il va servir quelqu'un. Il est pas trop dans le shoot, donc il y a peut-être quelque chose qui est cassé peut-être au niveau de sa mécanique ou il le sent juste pas, quoi. Ouais. Mais ça va être compliqué. C'est sûr que je pense que c'est un ajustement, mais je sais, pour un peu compléter ce qu'a dit Tom, finir avec ce qu'a pu en dire Tom, je sais pas clairement si c'est la solution pour eux. Parce que c'est aussi un shooter de série, donc c'est un joueur au feeling. Ouais, donc ça va être assez compliqué de ce côté. On s'approche des 40 minutes d'émission, le point quotidien, pas quotidien mais presque quotidien, le MVP des finales, et j'ai l'impression que je suis aujourd'hui avec un duo qui cherche peut-être à réhabiliter la candidature d'Anthony Davis. Ouais, moi je vous l'ai dit en off. En tout cas, tout le monde commence à sous-entendre que LeBron a limite une main et 4 doigts sur le trophée de MVP des finales. Moi je suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que les chiffres parlent pour lui, parce qu'on n'a pas l'impression que LeBron fait sa plus grande finale, mais voilà, quand on analyse suffisamment le jeu et qu'on est on va dire un minimum observateur, le mec il est quand même tout en contrôle, on sent quand même que il polarise énormément d'attention de la part de la défense de Miami, il reste quand même une arme parmi les armes qui est la plus ciblée, et voilà, le type il est en 28-11-9. Voilà. Et dans ce match de finale, juste un petit point statistique sur le plan historique, c'est la 6e fois de sa carrière qu'il atteint les 500 points, les 150 rebonds et les 150 assists dans une seule post-season, donc sur une campagne de play-off. Jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à ce que LeBron fasse ces 6 fois-là, il y avait un seul joueur dans l'histoire qui l'avait fait, c'était Larry Bird. Voilà. Énorme. Après, pour en revenir à Anthony Davis, je trouve que déjà jusqu'au match 3 il y avait strictement pas photo, il passe très à côté de son match 3 alors que LeBron reste correct, et on pouvait partir du principe que si AD faisait un bon match, peut-être que les Lakers auraient eu une chance de mener 3-0. En revanche, dans le match d'hier, même si LeBron noircit mieux la feuille, je trouve que Anthony Davis il est au moins tout autant impactant que LeBron, et notamment dans le clutch, avec ce 3 points après un jab step, digne de Kevin Durant. Si c'est Kevin Durant qui le met, c'est la même. Bon, effectivement, il est blessé. Après, le contre en fin de match contre Jimmy Butler. Pour moi, on est plus sur un coude à coude qu'autre chose, même si les chiffres annoncent LeBron. D'ailleurs, combien de tirs vous pensez que LeBron il a pris hier dans le Money Time?
Oula, pas beaucoup. Il prend des 3 points déjà, pas terrible, mais pas beaucoup, je pense. Il en a pris 2, 3. Il en a pris 2. 2-3 points. Ouais. Un à 4 minutes 50 du terme et un à 3 minutes 30 du terme. Donc en gros, il est resté 3 minutes de jeu sans prendre un tir. Et on voit que voilà, il a réussi à faire confiance à ses coéquipiers pour finir le match. Et on voit que voilà, LeBron il était, sur la fin de match, moi LeBron il est fatigué, tu vois le drive de Rondo là, le drive Rondo où il finit main gauche. Ouais. Tu vois, LeBron il met sur les genoux, tu vois. c'est limite il le soulage. Ça, c'est un point très important à souligner, hein, mais aussi cyborg qu'il soit, LeBron est rincé. Ouais. Et c'est facilement visible, et tu le disais tout à l'heure, Tom, et je pense que tu l'avais souligné, Ben. Il a tendance justement, non pas par nonchalance, mais il a tendance un peu à jouer à l'économie, à se cacher par moment en défense ou même sur certaines attaques, justement pour essayer de garder un petit peu de jus pour les fins de match. Voilà, on parle quand même d'un joueur qui est dans sa 17e saison, donc on peut lui pardonner le fait de ne pas produire un 40-15-20. Ah mais non, mais clairement. Mais après moi je suis plutôt d'accord avec toi, hein. Je trouve que pour moi, même si les stats mettent LeBron devant et puis tout le storytelling qu'il y a autour, toute la partie narrative, mais moi je trouve que Anthony Davis, pour moi, hein, c'est le joueur bascule en fait. C'est le joueur bascule et c'est lui, au match 3, je dirais pas qu'il a pas été bon, en fait, il a eu des problèmes de faute, il y a eu pas mal de choses sur le match 3, mais il s'est caché aussi, Tom. On le mentionnait dans la conversation WhatsApp avec les autres. Je trouve avec Ben et Alan, on l'a énormément fait rejaillir lors de nos échanges. Et il dit se planquer un petit peu, comme lors de ce match-ci qui avait un peu des similitudes, sauf que là, en termes d'implication, de hargne, de défense et d'apport, c'était quand même tout autre chose. Rien que dans l'implication, c'était quelque chose qui était visible et qui sautait aux yeux. Pour moi, c'est Anthony Davis qui a fait la bascule, et on l'a bien dit, hein, les Lakers, ils ont gagné ce match-là en défense. Ils ont gagné le match clairement en défense, et c'est par rapport à ce que Anthony Davis a proposé défensivement, il a été vraiment énorme, hein. Il était vraiment énorme. LeBron a été roublard. Par exemple, je me souviens d'une séquence, par exemple, qu'il a faite face à Bam Adebayo. Alors, il met, tu vois, la petite séquence où il a son hit check à 3 points, à la fin du troisième, où il met le 3 points. Donc, il attaque Bam, il recule et finalement, il met le 3 points un peu en step back. Ensuite, sur peut-être 2 possessions après, il revient, et plutôt que t'es allé tirer à 3 points, il recule, il fait une passe à Anthony Davis et il coupe directement dans la raquette pour finir avec la faute. Et ensuite, juste après, il remet le 3 points. Il split il y a pas aussi une action où il split les 2 défenseurs et il finit main gauche sur Crowder qui fait faute? Ouais, c'est ça, ouais. Je me rappelle aussi de cette action. En fait, est-ce qu'on peut résumer la chose, Ben et Tom, en disant que LeBron James, en fait, maintient les Lakers à flot en leur permettant de conserver leur écart pendant toute la deuxième mi-temps, et Anthony Davis scelle le game. Ouais, clairement. C'est le dragon, pour reprendre ton analogie, Ben. C'est Anthony Davis, c'est le dragon. Excellent, ouais. Cette fois, elle est maîtrisée, l'analogie. C'est la différence avec la fois dernière. Je suis d'accord, mais je trouve quand même qu'il faut, alors, il a des éléments contre lui sur le match 30, Anthony Davis, mais globalement, Tom, on peut quand même dire que sa performance est décevante. Oui. Et je trouve quand même qu'il y a un aspect au MVP des finales, la constance est souvent primée. Ah, pauvre. Et en l'occurrence, Steph Curry en a fait la meilleure. Exactement. Et en l'occurrence, eh bien, je pense que la constance, on va la donner à LeBron James. Je pense aussi, comme l'a dit Adrien, qu'on donnera toujours plus de crédit peut-être à Daenerys qu'au dragon. Donc du coup, j'ai travaillé mes analogies Game of Thrones. Donc, je pense qu'on le donnera quand même à LeBron. Je suis d'accord en fait, je suis entre la team Alan, Adrien et la team Tom, Ilias. Moi, je trouve que le débat se pose peut-être pas assez actuellement dans les médias, mais il reste quand même ce MVP des finales, la propriété de LeBron. On va poser la question que tout le monde attend depuis le début de l'épisode. Est-ce que ça se finit au match 5, cette série? Oui, selon moi. Moi, je pense que ça va en 6. Je pense que ça va en 6. Parce que là, avec plus de jours de repos, je pense que Bam peut sortir un gros match et pousser LeBron James dans ses retranchements, et je pense que ça se finit au 6.
Alors Bam n'a pas encore gagné avec le Heat contre les Lakers. Il y a un début à tout. Hein. Effectivement. Non, et en plus, il faut que ça se passe ainsi, sachant que c'est mon prono. Et donc, j'ai besoin de fanfaronner auprès de mes camarades. Donc, voilà, moi, j'avais prono 4-1 Lakers, MVP LeBron James. Donc, on s'en fout de ce qu'a fait Eddy. Voilà, on va rester sur mon prono. Alors, j'ai besoin de mes spécialistes, de mes Nostradamus NBA. LeBron, quand il a pu finir une finale, il a jamais perdu. Non. D'accord. Donc, il gagne le match 5. C'est comme ça qu'on va finir l'épisode numéro... Peut-être mentionner quand même une dernière stat qui est assez impressionnante. Je sais que vous l'avez vu passer parce qu'en fait, elle a rejailli de partout. Mais en fait, il y avait 2 éléments pour indiquer en fait la victoire des Lakers en fin de match. Ils étaient avant ce match à 55-0 quand il s'agissait d'aborder un 4e quart-temps devant les Lakers. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire quand bien même les Lakers sont ne serait-ce que 1 point d'avance à l'entrée du 4e quart-temps, ils ont gagné cette saison 55 fois sur 55 avant ce match. Donc là, cette fois-ci, ça fait 56. C'est une stat incroyable et ça, justement, c'est le signe d'une équipe championne. C'est-à-dire capable de closer des matchs. Je sais que le rapprochement sera assez facile avec les voisins des Clippers, mais voilà, c'est en ça qu'on reconnaît une équipe championne, une équipe capable de terminer des matchs, de vraiment de se jeter en fait dans la bataille et de finir ça dans les tranchées et de voilà tuer son adversaire. Ça, c'est indispensable dans un match à haut niveau, encore plus en play-off et encore plus donc en finale. Et le deuxième élément qui indiquait la victoire des Lakers, bah c'est la présence de Rihanna dans la tribune virtuelle. Riri. Et aussi le fait que dans cette série, à chaque fois pour l'instant, les 4 fois, l'équipe qui menait à la fin du premier quart-temps a gagné le match. Pour l'instant. Donc à voir que c'est un élément assez marquant, mais pour peut-être revenir sur le pronostic sur le match d'après, c'est vrai que Tom, t'as bien fait de le préciser, c'est la première fois qu'il y aura 3 jours d'écart entre 2 matchs, et pour 2 équipes grincées, on va être honnête, et surtout pour un Bam Adebayo qui revient d'une blessure, c'est un élément. Honnêtement, moi, Dragic, j'ai l'impression que... Non, mais faut pas qu'il revienne, faut pas qu'il nous fasse l'erreur que Kevin Durant a fait, quoi. Ah, ils ont gagné le match, hein. Moi, lequel? Bah, le match où Kevin Durant est revenu, il a mis 17 points. Non. Oui, mais au final, il a sacrifié une saison. Il a sacrifié une saison de sa carrière et il a perdu la finale NBA. C'est vrai. Donc là, on va dire qu'à 3-1, je pense pas que ce soit indispensable que Dragic revienne. Ouais, clairement. Ouais, je trouve. D'autant qu'il a un contrat à aller signer cet été, hein, il est free agent. Oh, t'inquiète, il va s'arranger avec Miami proprement. Tu penses? Oui. Après, est-ce que je sais pas. Alors là, c'est le combat idéaliste, réaliste. Est-ce que le mec pense à son contrat à ce moment-là? Peut-être dans un coin de sa tête. Mais quand, alors, ça a fait un peu le tour de Twitter. Voilà, on le voyait un peu en sanglots vis-à-vis du fait qu'il pouvait pas jouer dans ces finales. Je pense qu'il tentera à tout prix, mais je pense peut-être que la blessure, de ce qu'on voit, la blessure est peut-être trop grave. Mais pour en conclure, personnellement, je penche toujours vers les Lakers qui terminent ce match. Après, c'est une finale NBA, hein. Enfin, la finale NBA, quand tu es joueur NBA, c'est ce que tu veux disputer. Tu rêves de pouvoir disputer un match de finale NBA. Tu vois, c'est comme une finale. Surtout quand t'as joué à Phoenix. Bref. Donc, voilà, enfin, c'est vrai que c'est dur pour un joueur d'abandonner médicalement, entre guillemets, à ce moment de la saison, quoi. Après avoir fait autant d'efforts. En tout cas, je suis à peu près sûr que les grands amateurs de storytelling que sont les Américains ont déjà commencé à préparer la couverture de certains bouquins pour écrire tout un tas d'histoires et de contes au sujet de ce titre des Lakers. Il y aura énormément de choses à écrire et il y a pas mal d'encre qui vont couler, mais de façon positive, j'entends. Sur la bulle aussi, Ben Golliver, un journaliste du Washington Post dont on adorait dans l'équipe d'Unkebdo son podcast Open Floor avec Andrew Sharp. Le podcast existe toujours mais plus dans sa version qu'on appréciait, a déjà signé, il l'avait dit sur Twitter, un deal avec une maison d'édition américaine pour écrire un bouquin sur la bulle. Donc il va avoir des choses à lire sur la bulle, je pense qu'il y aura des histoires, et puis on pouvait le voir à la télé française, Evan Fournier
pour ne pas le citer sur NBA Extra, on a pu voir Evan Fournier qui sous-entendait des choses dans la bulle, notamment sur les Clippers. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la bulle. Je me faisais cette réflexion. On va conclure là-dessus. Plus on parle, plus j'ai l'impression que les Lakers sont l'équipe que les Clippers rêvaient d'être. Dur, capable d'aller chercher les matchs en défense avec des stars qui se trouvent au meilleur des moments. Enfin, c'est un peu comme d'habitude, le petit frère rêve d'être le grand frère, mais le grand frère reste le grand frère. Sur ces propos philosophiques, on va conclure cet épisode du podcast Dunk Hebdo. En attendant le match 5, je vous avoue que d'un point de vue timing, pour nous, ça serait parfait que ça se finisse en 5. Je suis pas contre les fans du Heat, mais ça nous permettrait de sortir notre épisode bilan le week-end où on pourrait peut-être avoir le plus de membres de l'équipe possible. Donc, d'un point de vue logistique, ça nous arrangerait globalement. Et puis pour mon sommeil aussi. Les gars, rien à rajouter par rapport à cette série, parce que c'était la première fois, je rappelle, qu'on vous entendait sur cet affrontement Heat-Lakers. D'après Elias, ça va être fini. D'après toi, Tom, on aura un match de plus. Ouais. J'avoue que j'ai un peu de mal à voir un scénario où le Heat tire son épingle du jeu. Je pense. Ouais, c'est-à-dire que là, c'est dur. C'est un peu un coup de marteau, cette victoire des Lakers. Parce que, mine de rien, ils étaient pas loin. S'ils prenaient celui-là, forcément, il y avait un bouleversement, assez incroyable, et je pense que les Lakers auraient pu grandement douter, mais ils ont été très très forts, justement, mentalement, sur ce match-là. Et, voilà, de là où est positionné le Heat, ils voient les Lakers vraiment tout en haut de la montagne, et ça va être assez compliqué pour moi d'aller les chercher. Moi, j'y crois. Je crois un Heat. Après, ouais, c'est des morphales, hein. Le Heat, en tout cas, s'il y a bien une équipe qui lâchera pas, c'est Miami. Ça, c'est sûr. Parce que, voilà, c'est le match ils ont des journées de repos. Je pense que là, ils savent qu'ils sont au pied du mur. Donc, c'est le moment de mettre toute leur force dans la bataille, et je pense que ils vont sortir la tête haute. Donc, je pense que ça va en 6. Et c'est là où, Ilias, tu vois, on va t'apprendre un peu comment avoir le coup, je sais pas comment dire ça, la roublardise du podcasteur, c'est que tu nous as dit, mais je veux que ça se finisse en 5 pour avoir le pronom juste. Ce que ne rappelle pas Tom, c'est que son prono est le seul qui a mis Anthony Davis MVP des finales en 6. Donc Tom, il est en train d'essayer. Mais quel non, j'avais dit sweep ou 4-2. C'est vrai que j'avais dit sweep ou 4-2. Alors moi, j'avais dit 4-1, 4-3, 4-2 ou 4-0. Je rappelle, d'ailleurs, ça m'a fait extrêmement marrer quand j'ai reposté sur Twitter nos pronostics de l'année dernière. Tom m'avait dit, alors si Kevin Durant joue plus de 3 matchs, 4. Je me suis dit, non, mais c'est quoi? C'est pas un pronostic. Enfin, bref. Du coup, on se retrouve dimanche probablement pour, alors, soit le bilan de ces finales, soit un résumé de ce match 5 si le Heat l'a remporté. D'ici là, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, bien principalement, uniquement d'ailleurs, sur Twitter également, sur les plateformes où vous écoutez le podcast. On vous remercie pour votre fidélité, comme on l'avait dit, comme je l'avais dit à l'occasion de l'épisode précédent, sur Apple Podcast, mais aussi globalement, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de gens, voilà, je vois que je poste ces épisodes de bilan très tard, et dès le réveil, je vois qu'on a à chaque fois plusieurs centaines d'écoutes, c'est-à-dire que dès le matin, il y en a certains, voilà, qui écoutent notre émission de bilan, donc ça fait extrêmement plaisir. Et mettez votre lait après les céréales. Attention, ça c'est le conseil du matin. Et ben pour ceux qui nous écoutent et qui sont en train de déjeuner, mettez votre lait avant les céréales. Et je dis non, après c'est les céréales. Ah, merci. J'ai cru que j'allais devoir renvoyer Ilias de l'équipe parce que oui, il faut. Ah non, il y a des choses. Non, on rigole pas avec les céréales. On rigole pas avec les céréales, on est très sérieux. Du coup, avant que je perde ma voix, on vous souhaite un très bon match 5 et à très vite sur Dunk Hebdo. Salut. Ciao, et autre chose aussi avant de vous laisser, essayez de nous suivre sur Twitter et d'atteindre pour nous permettre d'atteindre les 2000 abonnés. Voilà. C'est trop fort ça, il a raison Ilias. Non, on est en mission 2000 abonnés. Il faut qu'on arrive à 2000 abonnés. Salut. Ciao.